Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, c'est Jérémy Mercier, je suis ce soir avec Jean-Jacques Crèvecoeur. On va co-animer ensemble cette émission questions-réponses, cette fois en live, suite à l'émission du 2 juillet dernier qui s'intitulait, c'était quoi déjà exactement? C'était « Est-ce que la médecine tue plus qu'elle ne sauve ?» Voilà. Oui, c'est ça. La médecine allopathique, pardon, tue-t-elle plus qu'elle ne sauve? Donc c'était le dimanche 2 juillet dernier et donc on a décidé de faire cet épisode de questions-réponses ce soir ensemble avec vous, donc dans le public, qui allez nous poser vos questions directement. On en a déjà listé quelques-unes qui ont été postées depuis l'épisode du 2 juillet et tout donc cet épisode questions-réponses est dans le cadre de On fait quoi maintenant, cette série d'émissions qu'on va faire sur plusieurs mois. Et on vous avait retrouvé donc il y a quelques mois pour le lancement de l'émission. Et donc, chaque mois, il y a une thématique. Le mois dernier, c'était sur la souveraineté. Et on se retrouvera en septembre pour parler de la vision pastorienne. Enfin, chaque mois, il y a une thématique. Et donc là on est sur la médecine allopathique tue plus qu'elle ne sauve. Est-ce que Jean-Jacques, tu peux te représenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, pour parler d'où tu viens et quelle est ta légitimité, disons, à parler de cette thématique? Oui, en tout cas, bonsoir Jérémy et bonsoir tout le monde. Très très heureux en tout cas d'animer avec toi cette session de questions-réponses finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été soulevées et je suis sûr que ce soir, vous allez encore poser beaucoup de questions sur ce thème brûlant, puisque, je vous le rappelle, on vous avait dit la fois dernière que malgré tout ce que les débunkers peuvent prétendre ou tout ce que les défenseurs de la médecine allopathique peuvent prétendre, la médecine, c'est-à-dire les traitements médicaux et les protocoles médicaux tels qu'ils sont conçus actuellement, sont la troisième cause de mortalité dans les pays développés. Donc, on ne parle pas des pays sous-développés ou des pays en voie de développement, on parle des pays développés. Eh bien, après les maladies cardiovasculaires et après le cancer, la médecine est sur le la troisième marche du podium, un podium tout à fait néfaste, évidemment. Et je crois que c'est important de rappeler à quel titre et qu'est-ce qui légitime le fait que je prenne parole dans ce cadre de réflexion. Je dirais tout simplement parce que ça fait 40 ans maintenant que je me passionne pour tout ce qui concerne les processus de maladie et de santé, pour essayer vraiment de comprendre les lois biologiques qui sous-tendent les processus de santé et de guérison naturelle, et de voir comment est-ce qu'on peut aider le mieux possible un organisme humain et un être humain dans ses dimensions physiques, psychologiques et spirituelles à garder son équilibre le mieux possible et le plus longtemps possible de façon autonome. Et donc, c'est à ce titre qu'avec ma formation scientifique et ma formation de philosophe, je me suis intéressé à ce qu'on appelle l'épistémologie des pratiques médicales, c'est-à-dire une étude critique des pratiques médicales. Et j'aurai l'occasion d'ailleurs, pour commencer, de répondre à une question et une interpellation plutôt qui m'a été faite il y a 2 semaines après notre émission. Donc voilà, je dirais que c'est à ce titre-là. Je ne suis pas médecin, je ne donne pas de conseils médicaux, je ne fais pas de diagnostic, je ne fais pas de pronostic. Par contre, je pense être assez légitime pour traiter de façon plus sociologique, plus anthropologique, plus philosophique de la question de la médecine. Voilà, ça c'est en ce qui me concerne. Ouais, très bien. Et moi, de mon côté, je suis également scientifique de formation, donc passé par la France dans le système des classes préparatoires Maths Sup, Maths P. Je suis rentré à l'École normale supérieure de Lyon. J'ai fait je suis normalien en chimie. Ensuite, j'ai enchaîné par un doctorat en recherche environnementale à l'Imperial College à Londres. Et j'ai été ingénieur-chercheur au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, à côté de Paris, sur le plateau de Saclay. En parallèle à ça, je me suis formé sur la santé globale, notamment aux États-Unis, à l'Institut de santé Hippocrate à West Palm Beach en Floride, et j'ai ouvert un cabinet de santé entre 2014 et 2016 à Nantes, qui s'appelait le Phoenix, et depuis 2016, donc je suis en ligne et je propose des formations en ligne. Et dans le cadre de cette quête pour comprendre ce que c'est la santé et la diffuser, j'ai été amené à faire des vidéos très nombreuses, beaucoup d'interviews de personnalités, de personnes qui ont une approche pour le coup vraiment scientifique sur la santé, ce qui n'est pas si fréquent que ça en fait. Et
Et donc, ça se retrouve sur ma chaîne YouTube. Et si c'est censuré ou censuré, collectif Réinfo COVID. Et j'ai fait aussi, je suis co-auteur avec le professeur Denis Rancourt, ancien professeur de physique de l'Université d'Ottawa, également Marine Baudin, qui est microbiologiste. Nous avons coécrit ensemble une dizaine d'articles maintenant sur toutes les problématiques qui ont été soulevées à l'époque COVID. Époque qui n'est pas finie d'ailleurs, je précise, parce que beaucoup de gens pensent que c'est fini. Pas du tout, je pense que ce n'est même que le début. Donc c'est très important qu'on fasse cette émission pour rappeler, bah oui, que voilà, on a déjà fait ça il y a le 2 juillet. Oui, la médecine allopathique, c'est-à-dire la médecine entre guillemets conventionnelle moderne, est une très grande cause de mortalité, c'est la 3e, comme l'a rappelé Jean-Jacques. Et je te propose tout de suite qu'on passe à cette question avec laquelle tu voulais qu'on introduise le sujet, avant ensuite de répondre aux autres questions. Oui, c'est ça. Donc, c'est une question, je pense que tu vas pouvoir l'afficher, si tu veux bien. Alors, je vais reprendre. Alors, je vais la mettre dans ceux qui sont sur YouTube, vous allez l'avoir passé dans le chat. Et moi, je vais la faire apparaître. Oups, je vais la faire apparaître à l'écran. Là, tu es dans le private chat. Voilà, c'est bon. Voilà, super. Donc, je relis la question et tu vas nous répondre. Tu vas nous donner un élément de réponse, Jean-Jacques. Donc, après avoir critiqué la plupart des médecins, on fait quoi maintenant? Donc, c'est le titre de la série d'émissions. Inviter des médecins au lieu de parler à leur place. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une personne anonyme puisque il y avait un pseudonyme. Donc, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui m'a interpellé comme ça, mais j'ai trouvé intéressant de commencer par cette question à laquelle j'avais répondu d'ailleurs par écrit. Et cette personne m'a répondu de façon assez longue et de façon tout à fait constructive, même si c'était une interpellation assez musclée. Mais donc, je dirais que je suis… D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que nous avons rappelé, Jérémy et moi, qu'est-ce qui, à notre avis, en tout cas, légitime notre prise de parole par rapport à cette question qui ne concerne pas uniquement les médecins. C'est parce que la santé, ça concerne tout le monde. Et comme disait un de mes amis, médecin d'ailleurs, la santé est quelque chose de trop précieux pour la laisser aux mains de quelqu'un d'autre, y compris aux mains des médecins. Et ça, je pense que ça, c'est la première leçon que j'ai appris de mon existence, c'est que plus je me positionne comme responsable de ma propre santé et de ma propre évolution, plus je peux devenir acteur de ma propre santé et de mon propre équilibre. Donc voilà, je ne laisse pas ma santé dans les mains de qui que ce soit des praticiens de médecine je dirais conventionnelle, ou même des praticiens de médecine dite holistique, parallèle, etc. Dans tous les cas, je reste le responsable ultime de ma santé. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Donc je pense que les médecins ne sont pas uniquement ceux qui sont autorisés à parler de médecine. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que notre intention à Jérémy et moi, et Jérémy, tu me complètes si tu veux, n'est pas de critiquer les êtres humains qui font partie du système de santé. Notre propos était plus de critiquer de façon globale, et je rappelle d'ailleurs que c'est un peu le positionnement que nous avons décidé dans la série On fait quoi maintenant, c'est d'essayer chaque fois de prendre du recul, d'avoir une vision d'ensemble et de regarder comment fonctionne le système de santé. Et ce système de santé est complètement malade, et non seulement il est malade, il est mal foutu, il est basé sur des postulats qui sont complètement faux, et pourtant ces postulats ne sont pas encore remis en question, et ça on aura l'occasion, Jérémy et moi, d'en parler dans les émissions du mois de septembre, sur quels sont les paradigmes, quels sont les postulats, les hypothèses de base sur lesquelles la médecine d'aujourd'hui est fondée, et comme ce sont des postulats qui sont faux, et qui ne correspondent pas du tout au fonctionnement naturel du corps humain et de l'être humain en général avec ses dimensions émotionnelles et spirituelles, eh bien, elle ne peut faire que des dégâts. Donc, nous critiquons surtout le système et pas les individus qui font partie de ce système. Et très justement, cette personne qui m'avait interpellé, alors je vais me tourner régulièrement vers ma droite parce que j'ai un deuxième écran sur lequel je lis les questions, et donc la personne disait
quand vous dites par exemple qu'ils ne savent pas interpréter une étude scientifique, bah oui, c'est un fait, parce que ça ne fait pas partie de la formation des médecins. C'est ce que Jérémy avait souligné. Alors, la personne disait aussi, je pense qu'il est plus intelligent d'attaquer le système et d'y apporter des solutions, si l'on peut, que de parler des médecins ainsi dont vous ne connaissez pas le métier de l'intérieur. Effectivement, je connais un petit peu parce que j'ai quand même pas mal d'amis médecins et malheureusement, les médecins qui remettent en question le système de santé ont à peu près tous des problèmes avec l'ordre des médecins. Et là, on parlera peut-être un petit peu de l'ordre des médecins aussi, qui joue un rôle tout à fait pervers dans la situation actuelle. Et je veux dire que de mon côté aussi, moi je connais aussi des médecins, je suis même ami avec des médecins oui. qui ont cette vision critique de l'intérieur, et donc je connais par leur prisme, disons, comment ça se passe à l'intérieur. Donc je ne suis pas médecin comme Jean-Jacques, mais également je voulais dire, je suis issu d'une famille avec une mère infirmière et des grands-parents pharmaciens, donc le système de santé, je le connais d'un point de vue familial et d'un point de vue amical via ces amis que j'ai actuellement qui sont médecins. Et quand on fait une critique effectivement des médecins, c'est une critique du système dans lequel ils sont plutôt que des personnes, parce qu'il y a des médecins qui sont extraordinaires, ils ne sont pas très nombreux, malheureusement, mais il y a surtout un système qui fait que la plupart des médecins sont victimes de ce système. Hein, donc, oui. On les voit aussi comme des victimes. Et ils sont principalement victimes du système. Voilà. Et donc, ça, vraiment, on reviendra dessus tout à l'heure, de toute façon. Voilà, et donc le dernier passage que je veux lire de cette personne, que je remercie d'ailleurs, et j'espère qu'elle est là ce soir, c'est dire, bon, et sachez que si un médecin vient à votre interview, il prend de très gros risques. Je confirme, effectivement, parce que les médecins qui osent fréquenter des gens comme nous, qui sommes considérés comme infréquentables, ils prennent des risques et ils risquent effectivement d'être appelés par la suite à l'ordre des médecins. Et elle dit, c'est plus facile quand on est à l'étranger et hors système de santé de critiquer les autres. Je confirme que je suis... je dirais, beaucoup plus à l'aise de critiquer la médecine ou de critiquer la vaccination, etc., parce que je sais qu'il n'y a pas un ordre des médecins qui va m'interdire d'exercer pendant 1 an. Cela dit, je me prends quand même des baffes dans la gueule depuis 28 ans maintenant à cause de mes positions sur la médecine, de la part des médias mainstream et de la part d'un certain nombre de fact-checkers et de debunkers. Donc, j'en prends aussi pour mon grade, mais ces gens ne peuvent pas m'interdire de continuer à travailler. Et elle dit, il s'agit de bien choisir sa cible, mais je pense que vous le savez très bien si vous avez des amis médecins. Voilà. Donc, tout est dit, mais je pense que c'était important qu'on reprenne ce que nous avions terminé le 2 juillet pour dire que effectivement nous vous invitons ce soir à réfléchir au système tel qu'il est conçu, parce que c'est ce système qui actuellement est complètement toxique. Voilà, donc j'en ai fini avec cette question-là. Ouais. Moi, je voulais juste faire apparaître un commentaire qui a été mis dès le début par une personne sur YouTube. Tu parlais donc de l'émission du mois de septembre sur la vision pastorienne, qui sera un sujet passionnant. Et j'en profite, ça va servir d'introduction avant qu'on en parle. Mais c'est donc Nancy qui dit « Bonjour à vous deux, merci d'être là et avec un super sujet. Je suis en train de lire Virusmania et c'est un bouquin vraiment génial. Et je vous invite tous, si vous le pouvez, à vous procurer ce livre et à le lire même avant l'émission de septembre. Ce serait génial. Voilà. Je pense que c'est vraiment indispensable pour qu'on puisse après être sur de bonnes bases pour discuter donc, de cette vision pastorienne et donc de son, disons, du fait qu'elle n'est pas bonne, qu'elle n'est pas juste et qu'elle crée beaucoup de problèmes dans le monde de la santé actuellement. Voilà, je voulais juste faire apparaître ça. Voilà. Maintenant, je te laisse, écoute, me sortir les questions que tu as vues et que je vais faire apparaître à l'écran. Jean-Jacques. Alors, je crois que je vais avoir un torticolis d'ici la fin de l'émission. Alors, parce que j'ai 6 pages qui sont ouvertes. Alors. Tu n'as pas une question pendant ce temps-là, pendant que je recherche Alors, je vais reprendre la page. Ah, posez-les dans le chat. Je vous vois, hein, ceux qui êtes sur YouTube et sur... d'ailleurs, ce Crowdbunker, apparemment, il y a un problème. Donc, je vais donner le lien. Ouais, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. Oui, sur ma chaîne Crowdbunker, ça ne passe pas non plus, d'ailleurs. Ouais. Bon. Il y a plusieurs chaînes où ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Bon. Ça, c'est la technique, hein. Là, désolé. Alors,
les questions sur on fait quoi maintenant. Donc, alors. Alors, je vois des commentaires plutôt que des questions. Après, il y avait des questions sur les contenus de vaccins en hydroxyde d'aluminium. Voilà. Oui. Bon, ça, c'est un très gros sujet. Je ne sais pas si on... Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de revenir dessus là maintenant, Jean-Jacques? Bah écoute, j'ai une question là pour l'instant, donc désolé, mais là on est en direct et Ouais. on gère les commentaires sur plusieurs pages différentes, Ouais. donc on va s'organiser. Donc je viens de mettre Ah oui, une ouais, question que tu peux je vais la mettre. peut-être. Ça marche, ça marche. Bah, c'est également sur les vaccins, du coup. Donc, voici la question. Ce coup-ci, peut-on parler de consentement éclairé quand on a dit d'un vaccin qu'il est sûr à plus de 90%, mais que c'était basé sur un mensonge? Alors, tu veux répondre? Bah, moi, j'ai envie de dire, consentement éclairé, c'est déjà difficile quand, tout simplement, il y a aucune explication, quand les études elles-mêmes sont pipées, quand on a affaire à des entreprises qui sont, reconnues comme, agissant de manière criminelle depuis très longtemps, avec, de multiples condamnations, et que, j'ai envie de dire, même de manière récurrente, ça ne concerne pas que ces vaccins. Pour tous les vaccins, on a affaire à des études qui sont frauduleuses ou qui sont fichues d'une telle manière qu'on ne peut pas vraiment dire si ça a un intérêt ou pas. Mais ça va être promu comme ayant un intérêt sûr, que c'est sûr. On va toujours vous répéter, c'est sûr et efficace, etc., etc. Mais c'est basé sur du vent. Il n'y a rien qui permet de dire ça. Et donc, j'ai envie de dire, malheureusement, ce n'est pas spécifique. Bon, je vais dire les mots de toute façon parce que je crois qu'on ne pourra pas tenir cette émission sur YouTube. C'est pas spécifique au vaccin Covid en fait. C'est vraiment tous les vaccins, on a ce même problème. Il n'est pas possible de parler de consentement libre ni éclairé parce que déjà, il y a plein de vaccins qui sont obligatoires pour entrer dans les collectivités en France. Hein. On est à 11 vaccins, peut-être 12 bientôt ou 13. Enfin bref, la liste peut s'allonger. Et il n'y a pas de consentement libre et éclairé parce que d'une part, bon, on ne vous laisse pas le choix. On interdit l'éducation en famille, donc vous êtes obligé de mettre votre enfant à la maison quasiment, et à l'école. Et pour mettre votre enfant à l'école, vous êtes obligé de le faire vacciner. Donc déjà, je vois pas où il y a un consentement. Mais en plus de ça, on ne vous explique rien. On ne vous donne pas accès à des données de qualité, et ces données de qualité n'existent même pas, en fait. Elles ne sont pas disponibles. Donc c'est impossible qu'il y ait un consentement. C'est impossible. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Jean-Jacques. Oui, ben, ce que je veux rajouter aussi, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que très souvent, d'abord, ce sont les médias qui font je dirais la propagande et la réclame, entre guillemets, pour prendre un très vieux terme que mes grands-parents utilisaient lorsqu'ils ont vu apparaître la publicité à la télévision à la fin de leur vie. Hein, c'était une réclame. Et donc, j'ai toujours trouvé extrêmement choquant d'abord que les médias se mêlent de faire de la propagande pour une industrie privée. Pourquoi ne font-ils pas alors au journal télévisé la publicité pour les séminaires de Jérémy Mercier ou de Jean-Jacques Reffker ou plein d'autres activités et plein d'autres services qui peuvent rendre des services aux gens. Pourquoi est-ce que c'est uniquement la promotion pour les vaccins? Ça, c'est une première chose. Mais souvent, les médias terminent en disant « parlez-en à votre médecin ». Et ça, moi, ça m'a toujours fait sursauter à partir du moment où j'ai découvert, il y a 36 ans de cela, que dans leur formation initiale, et de nouveau ici, je critique le système et je ne critique pas les personnes qui y sont formées, dans leur formation initiale, les médecins reçoivent entre 2 et 6 heures de formation en tout et pour tout sur l'ensemble de leur cursus à propos de la vaccination. C'est-à-dire qu'en fait, on ne leur enseigne absolument rien, ni sur le mode de fabrication, ni sur les effets secondaires, ni sur les adjuvants, ni sur les contre-indications, etc., etc. On leur enseigne juste que, en fait, on fait une agiographie, ça veut dire en fait comment est-ce qu'on appelle ça, agios en grec, ça veut dire le sein, les seins. Et donc, c'est une sanctification de Louis Pasteur que l'on… Les louanges.
Oui, les louanges, voilà. On fait les louanges et l'apologie de la vaccination en leur bourrant le crâne et en leur disant la vaccination a sauvé des millions, des centaines de millions de vies, etc. Et encore ce matin, puisque chez moi il n'est que 14h50, ce matin je relisais un livre de 1962 de Jean Delarue, qui était un petit fascicule édité par la Ligue pour la liberté des vaccinations en France, et il montrait toute une série de graphiques qui montrent très très clairement que avant que les vaccins n'apparaissent, déjà 90% de la mortalité de la plupart des maladies connues au 19e siècle avait disparu. Et les vaccinalistes s'attribuent les mérites de ce qui était la queue de cette mortalité et de ces maladies. Et donc, en fait, on se rend compte que les médecins ignorent tout de la vaccination. Ce qui veut dire que lorsqu'on demande à un médecin, mais docteur, conseillez-moi, est-ce que je dois prendre oui ou non le vaccin contre l'hépatite B, est-ce que ma fille doit prendre le vaccin contre le Gardasil, est-ce que je dois prendre le vaccin anti-Covid, etc. Les médecins, en fait, ne sont pas plus informés que les personnes qui suivent BFM TV. Malheureusement. Peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, mais est-ce que vous vous rendez compte le niveau de responsabilité que les médecins ont, pour la plupart, de ne pas s'informer, de ne pas faire l'effort de dire « Ok, je vais prendre peut-être pendant mon week-end quelques heures pour aller voir la littérature scientifique, pour aller voir les effets secondaires, etc. » Parce que ça, ce serait la moindre des choses. Et là, on pourrait commencer à parler de consentement éclairé, mais qui n'est pas encore libre, comme tu le disais, Jérémy, parce qu'à partir du moment où pour travailler, on est obligé d'être vacciné. Pour mettre les enfants à l'école, ils sont obligés d'être vaccinés. La liberté, on la cherche. Ouais, clairement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un devoir de travail, d'études historiques sur toute cette propagande vaccinaliste, sur cette croyance en l'efficacité des vaccins. Et une fois que ce travail est fait, qui n'est pas très compliqué, qui a déjà été fait en plus. Il y a de très très bons livres qui en parlent. Je pense notamment à Vaccination, la grande désillusion, de Susan Humphries et Roman Bystrianyk. Eh bien, on a vraiment une vue d'ensemble de toute une partie de la médecine qui est vraiment basée sur du mensonge depuis le début. Et c'est flagrant, j'ai envie de dire. Ça ne demande pas d'avoir un QI extrêmement élevé ou d'avoir fait des années de recherche pour s'en rendre compte. C'est évident, entre guillemets, à condition de faire ce travail, cet effort, de lire des informations qu'on ne voit jamais dans les médias, qui sont toujours tues. Par exemple, je me souviens à l'époque où ils ont sorti, où ils promouvaient à fond les vaccins pour les enfants, avant de passer aux 11 vaccins en France, là, pour les petits. Le journal Le Monde faisait plein d'articles sur les vaccins. Il mettait des courbes de mortalité des vaccins selon les maladies pour lesquelles il y avait des vaccins. Et à chaque fois, il mettait le vaccin, puis on voyait que ça chutait, quoi, en fait. Voilà. Donc là, l'année, je sais pas quoi, 1956, le vaccin machin arrive, obligation vaccinale, puis on voit que ça descend comme ça en flèche. Mais il montrait pas ce qui se passait avant, où en fait, ça avait déjà énormément diminué avant. Et donc, ce qu'on voit n'était qu'une suite de la tendance qui était déjà observée avant que le vaccin arrive. Et même dans certains cas, quand le vaccin arrivait, il y avait une augmentation de la mortalité liée à la maladie en question. Donc bref, tout ça a été soigneusement trifouillé pour que les gens ne se rendent pas compte et ne voient pas qu'il y avait autre chose, il y avait une histoire avant la vaccination et que cette histoire raconte que toutes ces maladies présentées comme arrêtées ou diminuées grâce à la vaccination étaient déjà en pente très très fortement décroissante, notamment très certainement grâce à l'amélioration des conditions d'hygiène, grâce à l'accès à une nourriture abondante, grâce à le chauffage dans les maisons, enfin plein de choses comme ça qui n'existaient pas à une certaine époque. Et quand vous lisez le livre Vaccination, la grande désillusion, vous voyez un aperçu de la vie et des conditions de vie des personnes au 19e siècle, c'est épouvantable. C'est catastrophique. Dans des grandes métropoles ou dans les campagnes, en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord, les gens vivent, mais c'est comme des rats. Donc, tout d'un coup, on veut croire qu'on les sauve avec des vaccins, mais pas du tout. Ces gens qui étaient 10 à dormir par chambre, par terre, dans des endroits moisis,
sans toilette, etc., bah oui, ils mourraient tous de plein de maladies qui aujourd'hui ont disparu parce que les conditions ne sont plus du tout les mêmes. Évidemment, ça devrait être la logique pure de voir que l'amélioration de la santé de ces personnes-là est liée à l'amélioration des conditions de vie. Mais non, on va nous présenter le vaccin comme la cause unique quasiment de cette amélioration. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Et ce livre-là présente très très bien les choses et pour moi, ça se lit comme un roman, c'est extraordinaire. Alors, si tu permets, je voudrais compléter encore ce que tu dis parce que j'ai été mis au courant de l'expérience de Louis-Claude Vincent. Je pense que tu connais aussi cet homme. Louis-Claude Vincent était un ingénieur en hydrologie français dans les années, alors je ne sais plus si c'est les années 40 ou 50, mais enfin c'était au milieu du XXe siècle. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de cet ingénieur en hydrologie dont le mandat était d'installer l'eau potable dans différentes villes de France. En fait, c'était ça son mandat. Et puis à un moment donné, il a été envoyé en mission au Liban, à Beyrouth exactement, pour vous savez que le Liban a été, alors je ne sais plus si c'était un comptoir français ou je ne sais pas comment. Protectorat. Un protectorat, voilà. Donc, on avait envoyé Louis-Claude Vincent dans ce protectorat à Beyrouth pour superviser l'installation de réseaux d'eau potable dans les quartiers de Beyrouth. Et Beyrouth était dans une situation sanitaire absolument désastreuse. Il y avait énormément de maladies infectieuses dans tous les sens. Enfin, les gens, un taux de mortalité extrêmement élevé. Et Louis-Claude Vincent a procédé quartier par quartier, parce qu'il ne pouvait pas tout faire en même temps. Et ce qu'il a observé, tout bêtement, c'est qu'à partir du moment où un quartier était finalisé et équipé avec de l'eau potable, saine, pure, tout simplement, eh bien, les maladies infectieuses disparaissaient d'elles-mêmes dans les mois qui suivaient l'installation de l'eau potable. Et puis, comme ça, dans un quartier suivant, etc., etc. Et ça, et par la suite, évidemment, il a quitté son boulot d'ingénieur au service de l'État français pour se lancer dans ce qu'on a appelé, ce qu'il a appelé lui-même la bioélectronique de Vincent. Mais bon, ça, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce qu'en fait, son expérience à Beyrouth est extrêmement intéressante sous deux aspects. Premier aspect, c'est que en fait, les maladies infectieuses ont disparu sans aucun vaccin. Simplement, l'amélioration des conditions d'hygiène, c'est ce que tu disais, Jérémy, il y a quelques instants, ont contribué simplement à ce que les maladies disparaissent, tout simplement. Et donc, vous voyez qu'on est loin de l'explication, mais ça, on y reviendra au mois de septembre, on est loin de l'explication de dire, oui, mais c'est à cause d'un virus qu'il y avait la typhoïde, c'est à cause d'un virus qu'il y avait d'autres maladies extrêmement mortelles à l'époque, etc. Donc, ça, c'est le premier point intéressant. Deuxième point, c'est qu'il y avait encore des contacts entre les populations qui bénéficiaient de l'eau pure et les populations qui étaient malades. Et comme par hasard, même s'il y avait encore des contacts entre les différents quartiers, les quartiers malades et les quartiers sains, les gens des quartiers sains ne retombaient pas malades parce qu'ils étaient en contact avec des gens malades. Donc, ça veut dire qu'il y avait aussi cette notion de contagion qui a explosé en vol à cause ou grâce à Louis-Claude Vincent, parce qu'effectivement, cette notion de contagion sur laquelle est basée toutes les mesures sanitaires pour lutter contre les pandémies, eh bien, ça n'existe pas, tout simplement. Et ça, je dirais que ces deux éléments de la vie de Louis-Claude Vincent valent la peine d'être rappelés pour se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas à avoir peur des soi-disant virus, pour autant qu'ils existent d'ailleurs. Oui, bon, ça c'est une grosse question qui est très bien traitée dans Virus Mania, dont j'ai parlé juste avant. Alors, juste pour la PF-typhoïde, c'est une bactérie qui est supposé être responsable. Ok. Ouais. Je vais donc mettre ton commentaire que je vais afficher sur l'écran juste après. Hop. Donc, le commentaire. Hop. Attends. Est-ce que j'ai tout copié? Il manque un bout du commentaire, peut-être? Oui, il est assez bonjour. Ah oui. Alors, attends. Ouais, c'est ça. Il manque le bonjour. Ok. Bon, c'est pas grave. Vous allez comprendre. Non, c'est ça? Non, il manque un bout. Oui, il manque un bout. Attends, je vais recommencer. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas tout pris. Je recommence.
Voilà, ouais, c'est bon, là, tout est bon cette fois et je vais repartager. Ah non, il veut pas, ça, c'est dingue. Peut-être que le commentaire est trop long. Alors, Alors, je vais prends la première partie jusque ouais. HIV peut-être. Alors, bonjour, la ZT, OK, on va refaire ça. Hop, est-ce que c'est bon? Ouais, cette fois, c'est bon. Alors, bonjour, l'AZT, médoc de la chimio du cancer recalé parce qu'il tuait tous les rats de labo, ressorti à la va-vite pour le compte de Borough Welcome par corruption d'un fonctionnaire, il fut utilisé pour... Alors, je continue. Pour tuer et faire passer des malades du sida comme victimes du HIV. Voilà. Poison by Prescription de John Lauritsen. Personne n'a utilisé l'AZT, non, Perron a utilisé l'AZT et croit en 2023 qu'il a sauvé des gens à l'AZT. Cherchez l'erreur. Bon, je ne savais pas que Christian Perron avait utilisé l'AZT. Tu le savais, toi? Non. Bon, ok. Donc, voilà. Ça ne m'intéresse pas de parler ici des personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler surtout de l'aventure de l'AZT, donc, qui était effectivement un médicament qui, dans les années 60, avait fait l'objet d'essais pour faire reculer le cancer. Et lorsqu'on les a essayés sur les rats, 100% des rats traités à l'AZT mouraient. Donc, on a abandonné cela et je crois me souvenir que c'est Anthony Fauci qui a ressuscité l'AZT et l'a remis en circulation au moment où il y a eu cette fameuse épidémie de sida en disant, bon, ben, tant qu'à faire, traitons-les avec un médicament, même si c'est un médicament mortel, mais comme la communauté gay fait pression sur l'opinion publique pour qu'il y ait en urgence un médicament, allons-y avec l'AZT. Et je crois que c'est dans Virus Mania qu'on voit les courbes qui explosent à partir du moment, les courbes de mortalité des séropositifs qui explosent à partir du moment où les séropositifs, c'est-à-dire pas les sidéens. Ils n'étaient pas nécessairement sidéens, mais à partir du moment où on les a traités à l'AZT, ils ont commencé à mourir, ce qui a évidemment permis au système de santé publique de confirmer que le sida était bien un syndrome mortel et qu'il fallait absolument dégager des milliards de dollars pour lutter contre cette pandémie qui était annoncé comme cataclysmique et apocalyptique. Alors, je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose. Bah, c'est vrai que je pense que le gros problème avec tous ces gros scandales, c'est que on n'en aperçoit qu'une petite partie. Quand on en aperçoit, quand on comprend même que c'est un scandale, parce que je pense qu'il y a encore plein de gens qui n'ont pas compris que SIDA était un scandale, un énorme scandale, et comme ça n'a pas été compris comme étant un scandale, il n'y a pas de leçon qui a été tirée. Donc, ouais. On va vous dire que l'AZT, oui, c'était pas suffisamment efficace, donc après on est passé à autre chose, au trithérapie ou je sais pas quoi. Mais en fait, ce qu'on n'a pas encore compris officiellement dans l'histoire SIDA, c'est que l'AZT a tué les gens. Alors que c'est quelque chose de très net et plutôt très bien compris, très bien expliqué dans de multiples ouvrages. Alors, peut-être que des gens ont essayé, je me souviens plus si c'est le cas, de faire des études scientifiques, entre guillemets, basées, qui passent par des revues à comité de lecture, mais c'est compliqué parce que dès qu'on va s'opposer à un narratif qui nourrit quand même une grosse industrie qui compte sur la crédulité des gens, on va avoir de la difficulté à faire passer un message dans des revues à comité de lecture parce que on va être face à des gens qui, eux, ont promu la ZT parce que c'était dans l'air du temps, parce que ça leur permettait de recevoir des financements pour leur labo, etc. Et donc, au final, ils vont empêcher, ils vont censurer les études qui vont leur dire qu'en gros, ils sont trompés, qu'ils ont dit des conneries. Et c'est comme ça qu'on se retrouve 40 ans après le début du SIDA, avec plein de guillemets, à toujours n'avoir pas tiré cette leçon. Donc, il y a encore, je pense, énormément de médecins, sans doute quasiment tous, qui ne sont même pas au courant que la ZT était un poison mortel et qui n'ont pas encore compris que toute cette histoire de sida est une vaste escroquerie sur laquelle j'ai déjà fait 3 vidéos, j'en ferai une prochaine d'ici fin septembre certainement. Voilà, mais ça prend du temps parce que expliquer de façon claire, intelligible et simple l'étendue de l'ampleur donc de cette escroquerie, c'est un peu compliqué parce qu'on est tous noyés dans ce flot d'informations, enfin de désinformation plutôt, de propagande, et c'est extrêmement compliqué de remettre ça en question quand
En gros, on a l'impression que tout le monde était d'accord là-dessus, ce qui n'est pas le cas, mais tel que c'était présenté par les médias, on a l'impression que, en gros, tous les scientifiques pensaient exactement la même chose sur le sida et que donc c'était effectivement cette maladie catastrophique qui allait décimer d'abord les homosexuels, puis ensuite toute l'humanité. C'est pas ce qui s'est passé. On est passé à autre chose. On est passé à H1N1, on est passé à Covid, enfin bref. Et il y aura encore d'autres vagues comme ça de pseudo-pandémies qui risquent d'arriver si on ne tire pas les leçons des scandales précédents. Et il y en a tellement et tellement, c'est un boulot gigantesque. C'est passionnant. En ce qui me concerne, j'ai découvert le scandale du sida et l'escroquerie du narratif officiel concernant le sida en lisant un petit bouquin aux éditions d'Angle qui s'appelait « Les 10 plus gros mensonges sur le sida ». Excellent. Et ça a été mon premier contact, je dirais, avec cette question, parce que je ne me sentais pas vraiment concerné personnellement, je dirais. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers… Donc, d'abord, il faut rappeler que le sida, c'est un syndrome, ce n'est pas une maladie. Et donc, il y a déjà une différence entre un syndrome et une maladie. Une maladie, c'est quelque chose de très spécifique et qui est toujours normalement accompagné des mêmes symptômes, alors qu'un syndrome, c'est un panier, un fourre-tout dans lequel on classe toute une série de maladies, toute une série de symptômes différents. Et dont on dit, ben, ça, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire un syndrome qui manifeste que le système immunitaire vient de s'effondrer. En fait, c'est ça le sida, c'est l'effondrement du système immunitaire. Et si j'en parle juste un instant, c'est pour bien montrer que dans les tout premiers cas de sida, entre guillemets, qui était en réalité une nouvelle étiquette qu'on a collée sur des choses qui étaient déjà connues depuis 1920. Les premiers médecins qui ont examiné les patients sidéens ont dit, bah, en fait, on connaît ce syndrome depuis 60 ans, puisque c'était en 1981 qu'on a déclaré qu'il y avait des cas de sida. Et ces premiers médecins disaient, ben, on connaît ça bien chez les gens qui abusent de drogues récréatives ou qui abusent de trop d'antibiotiques pris de façon préventive pour éviter les maladies sexuellement transmissibles. Donc, en fait, c'était la surmédicamentation d'antibiotiques ou la trop grande prise régulière de drogues récréatives, dont les poppers, je crois que c'est le méthyldanil ou un truc comme ça, finissait par faire s'effondrer le système immunitaire du patient. Donc, en fait, ça n'avait de nouveau rien à voir avec un virus qu'on n'a jamais isolé nulle part. Hein. Le VIH n'a jamais été isolé. Le génie d'Anthony Fauci, c'est qu'en 1985-86, il a ressorti l'AZT, qui est réputé comme étant un médicament immunodépresseur. Alors, cherchez l'erreur, parce que quand on soigne des gens qui sont immunodéprimés avec un médicament immunodépresseur, qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait qu'aggraver la maladie, et c'est comme ça qu'on a eu une hécatombe dans les années 85 jusqu'à 90. Après, ils ont diminué les doses, ils ont espacé les prises de médicaments, mais ce qui fait que les pauvres sidéens qui se soignent maintenant en trithérapie sont entretenus dans leurs symptômes de maladie, d'immunodépression, pendant tout le reste de leur vie. Et évidemment, chaque fois qu'ils vont voir leur médecin, le médecin dit, bah, écoutez, votre système immunitaire n'est toujours pas remonté à la normale, donc continuez à prendre la trithérapie, alors que c'est cette trithérapie qui maintient à un niveau très bas le système immunitaire du patient. Donc, vous comprenez à quel point on est dans un cercle vicieux, puisqu'en fait, les symptômes sont provoqués par la trithérapie. Et donc, pour lutter contre les symptômes, on recommande de continuer la trithérapie qui engendre et qui entretient la maladie dans le long terme. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais des parallèles entre le scandale du sida et le scandale du Covid, parce que finalement, qu'est-ce qu'on a observé, et ça, beaucoup de scientifiques dans le monde le disent, c'est que ces injections anti-Covid sont des injections qui
détruisent le système immunitaire des patients avec comme symptômes, évidemment, les turbocancers, hein, dont Perron a parlé d'ailleurs dans une interview il y a quelques jours sur François, les turbocancers et toute une série d'autres maladies parce que le système immunitaire est à plat avec les injections. Ouais. Ok, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'affaire SIDA et l'affaire Covid. C'est assez terrible. Alors, tu m'as envoyé une autre question. Oui. Alors, je vais la mettre en 2 fois pour qu'on puisse Ouais. voir apparaître le commentaire en entier. Donc, première partie. Il y a plein de problèmes de iatrogénie, j'imagine. Pour le Gardasil, il faut savoir que le Gardasil 9, donc Gardasil, c'est un vaccin contre le papillomavirus, contient 2 fois plus d'hydroxyde d'aluminium que la première version. Ensuite, lors de la mise sur le marché, je vais mettre ça dans les commentaires encore. Lors de la mise sur le marché de la version 1, le placebo contenait de l'hydroxyde d'aluminium. Boum. Bon, on va déchiffrer la question et vas-y, je te laisse commencer là-dessus, Jean-Jacques. Okay. Ben, en fait, c'est quelque chose que j'avais dénoncé en 2009 lorsque je me battais contre la pseudo-pandémie de H1N1. C'est que ce Gardasil qui a été présenté comme capable de lutter contre le cancer du col de l'utérus a été mis sur le marché, effectivement, en argumentant, parce qu'en fait, le cancer du col de l'utérus chez les femmes, c'est la 9e cause de mortalité par cancer. Donc, en fait, ce n'était pas vraiment une priorité de santé publique. Hein. Si on s'attaque à la 9e cause de mortalité par cancer, on aurait peut-être pu s'attaquer à ce qui était les premières, 2e, 3e causes de mortalité par cancer. C'est-à-dire cancer du sein, cancer des poumons, etc. chez les femmes. Et le 3e, je ne sais plus quel est le 3e, je crois que c'est l'utérus. Mais pour quand même faire justifier le fait que l'État allait investir des milliards pour promouvoir ce vaccin pour les jeunes filles de 9 à 14 ans, ils ont présenté des études disant que le vaccin version 1 ne présentait pas plus d'effets secondaires que le placebo. Et lorsque j'ai examiné l'étude scientifique, donc l'étude qui était publiée par GSK, hein, GlaxoSmithKline, dont le siège est en Belgique d'ailleurs, hein, c'est mon pays d'origine, en fait, je me suis rendu compte que le placebo, c'était en fait tous les ingrédients qui se trouvent dans le vaccin, sauf les deux pathogènes, c'est-à-dire ce qu'ils appellent, allez, aide-moi Jérémy, les souches, voilà. Les souches. Ce qu'ils disent comme étant les souches, hein, parce que bon, il faut mettre des guillemets partout en fait. Hein. Voilà, il faut mettre des guillemets partout. Mais donc ça veut dire que en fait, on avait la même soupe chimique, toxique dans le placebo et dans le vaccin. Alors que normalement, un placebo, un vrai placebo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du sérum physiologique. C'est tout. C'est de l'eau salée. Ce n'est rien d'autre. Et là, ça, c'est encore une grande perversion et perversité de l'industrie pharmaceutique, c'est que maintenant, tous les essais cliniques qu'ils font contre placebo, ces placebos ne sont plus jamais des placebos. Ce sont toujours soit la même soupe biochimique sans le pathogène ou un autre vaccin équivalent avec tous les adjuvants, etc., etc. Et ils disent, regardez, ce n'est pas plus toxique que tel autre vaccin ou ce n'est pas plus toxique que le placebo, alors qu'en réalité, il ne s'agissait pas de placebo. Et ça, c'est un véritable scandale
parce que, et je vous assure, si vous interrogez vos médecins en leur demandant, mais au niveau de l'étude du garde d'asile, vous me dites que mes enfants, parce que je vous signale qu'en France, en tout cas, à la rentrée, Macron est devenu représentant médical, hein, il est maintenant délégué médical de Big Pharma. Mais bon, c'est pas étonnant puisque en fait c'est lui, sa campagne électorale a été financée par la grande finance et par les compagnies pharmaceutiques. Donc c'est normal qu'il fasse des cadeaux aux compagnies pharmaceutiques. Mais Macron donc a annoncé que à la rentrée, les jeunes filles, mais aussi maintenant les jeunes garçons, seraient tous vaccinés au garde d'asile. Et c'est un véritable scandale parce que c'est pas une obligation, cela dit, hein, c'est un souhait très fort. Je pense qu'il va y avoir un bourrage de crâne et une pression pas possible, mais c'est pas obligatoire. Hein, c'est vous qui choisissez. Hein. Oui. Donc voilà, j'ai pris cette question parce que je la trouvais intéressante justement et ce que ce monsieur ou cette madame dit en disant ben, le placebo contenait de l'hydroxyde d'aluminium. Ce n'est pas que de l'hydroxyde d'aluminium, il contenait tout le vaccin sauf les pathogènes. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les vaccins, il y a effectivement de l'hydroxyde d'aluminium, mais il y a plein d'autres saloperies. Hein. S'il y avait que ça, j'ai envie de dire, enfin, c'est déjà pas terrible du tout, hein, bien sûr, mais en plus, il y a plein d'autres horreurs. Je vais pas faire la liste des produits chimiques en question, enfin, à moins que tu aies comme ça quelques produits chimiques en tête, mais il doit y avoir… Le formaldéhyde, il y a du formaldéhyde. Voilà, qui est utilisé comme conservateur. Il y a alors, attends. J'aimerais bien peut-être qu'on prenne un tout petit peu de temps pour parler de ce qu'il y a dans la composition des vaccins classiques. Oui, vas-y. Alors, je vais vous retrouver ça dans quelques instants. Mais bon, c'est pas du tout, c'est pas sympathique. Alors. Oui, c'est pas sympathique, comme tu dis. Non, c'est vraiment dégueulasse. Alors, est-ce qu'on a un truc là? Je saurais pas où trouver ça là rapidement, parce que si je vais sur vaccination, info, service, machin, ils vont vous dire que en gros tout est très bien, qu'il n'y a aucun souci. Alors que contiennent les vaccins? Alors, il y a des substances actives d'origine biologique appelées antigènes vaccinaux qui sont issues de bactéries ou de virus, machin. Afin de rendre le vaccin plus efficace, l'antigène vaccinal est généralement combiné à un adjuvant qui est très souvent un sel d'aluminium, hydroxyde ou phosphate d'aluminium. Des conservateurs antimicrobiens peuvent être utilisés pour empêcher la contamination microbienne du vaccin, ils ne précisent pas lesquels. Des stabilisants, lactose, sorbitol, etc. peuvent être utilisés afin de maintenir la qualité du vaccin pendant toute cette durée de conservation. Tel que c'est présenté, on dit, bon, ça va, ils savent ce qu'ils font, quoi. Mais comme on ne donne pas les informations, vaccination-info-service.fr, qui devrait être un service d'information, est en fait un service de désinformation sur le sujet, donc vous ne savez pas exactement ce qu'il y a dedans. Voilà. Et c'est une information qui n'est pas objective, qui n'est pas claire du tout, et qui va tromper la personne naïve qui va faire confiance à ce site. Et en plus de ça, la plupart des gens ne vont même pas aller sur ce site-là, parce qu'ils vont faire confiance aux médecins et aux médias. Donc, ouais, je ne sais pas si tu as une liste là, parce qu'il y a des ingrédients vraiment intéressants dans les vaccins. Il y a souvent du sérum bovin, il y a des cellules véro de singe, il y a plein de trucs dégueux. Enfin, c'est une soupe qui est quand même vraiment, vraiment dégueulasse. Hein. Donc, oui, des cellules cancérigées, des cellules cancérisées de singes, effectivement, de reins de singe. On trouve parfois aussi des éléments de placenta humain. C'est vraiment, c'est un truc infect, hein, de toute façon. Et peut-être que pour encore donner juste une petite information supplémentaire, ce qu'on appelle les adjuvants. C'est vraiment intéressant parce que donc au départ, si on prend le principe vaccinal, en fait, on est en train de faire une émission plus sur les vaccins que sur la iatrogenèse, mais c'est vrai que la vaccination est quand même un énorme facteur de iatrogenèse, c'est-à-dire de toxicité à court terme, mais aussi à très long terme. Mais donc, si on prend le principe vaccinal tel qu'il a été défini par Jenner au XVIIIe siècle et par Pasteur au XIXe siècle,
on pourrait dire, bon ben voilà, on inocule dans le corps humain un virus ou une bactérie atténuée et on espère que le corps va faire une réaction immunitaire qui va le préparer et qui va l'immuniser. Donc en fait, c'est ça le principe de la vaccination, qui d'ailleurs n'a jamais fonctionné. Ça, on vous l'expliquera au mois de septembre. Et comme ça ne fonctionne pas, ils ont commencé à rajouter d'autres ingrédients toxiques pour faire réagir le système immunitaire. Parce qu'en fait, quand ils injectaient la soupe virale, la soupe microbienne, etc., en fait, il n'y avait aucune réaction qui se passait. Et donc, ils se sont dit, c'est pas assez fort, donc on va rajouter ce qu'on a appelé finalement des adjuvants. Alors, ça peut être l'aluminium, l'hydroxyde d'aluminium, ça peut être du mercure, du thymérosal, je ne sais plus quelle est la formule de mercure, mais en tout cas, c'est à base de mercure. Le vaccin H1N1, ils avaient inventé un autre adjuvant qui avait déjà été utilisé pendant la guerre du Golfe, c'était le squalène. Et le squalène, c'est en fait de la graisse de requin qu'ils injectaient et qui avait été responsable de la maladie ou de la mort de 250 000 GI lors de la première guerre du Golfe en 91. Et malgré tout, ils ont remis comme adjuvant du squalène dans les vaccins H1N1. Bon, bref. Et là, ils observent une réaction immunitaire. Mais évidemment, c'est normal, puisque quand vous injectez de la saloperie dans le corps humain, c'est normal que le système immunitaire réagisse. Mais il ne réagit pas pour immuniser l'être humain, il réagit tout simplement parce qu'on lui flanque dans les muscles des saloperies avec lesquelles il va essayer de dealer le mieux qu'il peut. Donc, vous vous rendez compte, même ce système d'adjuvant est la preuve que le principe vaccinal n'a jamais fonctionné. Parce que si on enlève les adjuvants, il n'y a plus de réaction immunitaire et en fait, il n'y a plus de réaction du tout. Et d'ailleurs, il serait beaucoup moins toxique à partir de là. Voilà. Ok. Alors, je te propose qu'on passe à une question suivante qui dit, alors, je ne sais pas si tout va apparaître, je vais tester pour voir si tout apparaît dans le commentaire. Hop. Très compliqué de se tourner vers les médecines alternatives. On y trouve tout et son contraire de la part de praticiens qui paraissent pourtant de toute bonne foi. Et ouais. Okay. Alors, je ne sais pas quel conseil toi tu peux donner pour effectivement choisir un bon accompagnant, un bon praticien de médecine alternative. Franchement, je trouve que cette question, elle n'est pas simple à répondre. Moi-même, je suis extrêmement sceptique de tout. Moi, je ne fais confiance à rien, il n'y a personne. Je me renseigne, je lis beaucoup de choses. Ça prend du temps parce que ça fait depuis 2006 que je me passionne vraiment pour la santé, donc ça va faire 17 ans, disons. Donc c'est un peu moins longtemps que toi, mais bon, j'ai lu énormément, j'ai testé plein de choses, et parfois on tombe sur des personnes qui racontent des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Parfois on tombe sur des personnes qui racontent des choses vraiment intéressantes, qui paraissent intéressantes, mais en fait ça marche pas, ou ça marche pas pour soi. Donc moi je dirais, il y a beaucoup d'expérimentation. Je trouve que le bouche à oreille peut être intéressant dans mon cas. Alors on a parlé récemment de Holy Time, qui serait un système qui mettrait en lien avec des praticiens de santé naturelle qui auraient peut-être une notation de la part de véritables personnes qui sont allées les voir. Donc, ça permettrait aussi d'avoir un avis comme ça. On peut trouver des gens dans sa région et qui auront reçu une notation, un commentaire de la part de personnes qui ont véritablement été les voir. Pas comme Amazon, où n'importe qui peut mettre un message qui, même s'ils n'ont pas lu le livre et qu'ils veulent défoncer l'auteur, ils peuvent mettre un message alors qu'ils n'ont jamais lu le livre. Ils vont dire c'est un escroc, c'est n'importe quoi. Et Amazon va dire pas de souci, il a le droit de dire ça. Donc là, c'est beaucoup plus sérieux ce qui est proposé avec Holy Time. Donc ça paraît une approche intéressante. Mais moi, je sais pas quelle est toi ton approche, mais je trouve pas ça si simple que ça finalement de savoir vers qui se tourner et comment choisir un bon thérapeute. Oui, mais effectivement, j'ai un peu plus de recul que toi, puisque moi, j'ai commencé à travailler sur moi en 1983, c'est-à-dire exactement il y a 40 ans. Donc, j'avais 1 an. Tu avais 1 an à ce moment-là? Bon, voilà, très bien. Je dirais que
avec le temps et avec l'expérience, parce qu'évidemment, je me suis planté moi aussi au début où j'ai été consulter des praticiens qui faisaient n'importe quoi. C'est un passage obligé, je pense. Hein. Enfin, Comment? c'est un passage obligé, peut-être. On est Oui, alors, quasiment forcé dans sa démarche de santé de tomber à un moment ou un autre sur quelqu'un qui est bon, qui est peut-être pas terrible, pas complètement fou, débile non plus, mais qui va pas être forcément très utile. Ça, oui, c'est sûr. voilà. Donc, en fait, je me suis rendu compte que d'abord, mes meilleures expériences ont toujours fonctionné avec des recommandations de personnes en qui j'avais confiance. C'est ça. Donc, ça pour moi, bon, j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos de mon expérience, ma première expérience de l'homéopathie. C'est un ami qui m'avait conseillé d'aller voir un homéopathe pour mes problèmes dont la médecine allopathique, enfin, par rapport auxquels la médecine allopathique se déclarait totalement impuissante et me condamnait à être malade jusqu'à la fin de mes jours. Mais donc, c'est sûr que en ayant eu la recommandation d'un médecin homéopathe par un de mes amis qui était très connaisseur de l'homéopathie, j'ai eu une excellente expérience dès la première fois et j'ai été, je dirais, débarrassé de mon problème de santé qui durait depuis 7 ans. Donc, c'est clair que ça vaudra toujours mieux que une publicité dans un journal ou sur un site internet, etc. Parce que là, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je vous recommanderais de prendre un minimum de renseignements sur la technique qui est proposée par la personne que vous envisagez de rencontrer. C'est ce que j'ai fait au niveau de l'homéopathie, de nouveau. J'ai demandé à mon ami, de nouveau, quel est le meilleur livre que tu puisses me renseigner sur la science de l'homéopathie, sur le principe de l'homéopathie, pour que je comprenne quels sont les fondements et quels sont les postulats de l'homéopathie, et pour que je puisse vérifier que la personne que j'aurai en face de moi respecte je dirais, l'essence même de la démarche homéopathique. Et donc, j'ai lu 2 livres de Vitulkas, qui est considéré comme un des meilleurs homéopathes au monde, qui vit toujours, il a plus de 90 ans. C'est un homéopathe grec qui a écrit 2 bouquins absolument fabuleux qui ont changé complètement ma vision de l'homéopathie. Et c'est clair qu'aujourd'hui, je suis capable de vous dire, cette démarche de l'homéopathie est une démarche qui est complètement pervertie par rapport à l'esprit même de la démarche initialement élaborée par Hahnemann. J'ai fait la même chose pour l'ostéopathie, j'ai fait la même chose pour la médecine chinoise traditionnelle, la même chose pour les constellations familiales, etc., etc. Maintenant, je veux quand même dire autre chose. C'est pas parce que quelqu'un a eu une excellente expérience, par exemple en ostéopathie, que l'ostéopathie en général va vous aider. Parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'au-delà de la technique, ce qui va surtout faire une différence, c'est la personne qui pratique cette technique. Et là, vous pouvez avoir 10 ostéopathes et peut-être 7 d'entre eux ne vont pas du tout être efficaces avec vous ou vont même faire des conneries ou vont manifester leur incompétence. Parce que ce sont des gens qui ont peut-être été formés en quelques week-ends et puis ils ont pris le titre d'ostéopathe. Donc, là aussi, distinguez bien la technique de la personne. Ce que j'ai toujours fait aussi, c'est que quand je veux me mettre dans les mains, entre guillemets, d'un thérapeute de médecine globale, holistique, c'est que je lui annonce que je vais payer une séance. Donc, ceux qui me disent, ouais, moi je fais un package, vous prenez 10 séances et comme ça je peux. Je dis, ok, peut-être je prendrai les 10 séances, mais je veux d'abord une séance pour vous rencontrer. Et je vais vous payer pour vous poser les questions, pour sentir si je me sens à l'aise avec vous. Et peut-être qu'à la fin de notre entrevue, je vous dirai que je ne veux pas poursuivre avec vous. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Comme je l'ai dit au tout début de cette émission, je suis le responsable ultime de mon corps et de ma santé. Ce qui veut dire que si je ne sens pas la personne que j'ai en face de moi, eh bien, elle m'aura vu une fois, je l'aurai payé pour son temps,
et je ne suis pas marié avec cette personne. Donc, en fait, c'est ce que je me dis, parce qu'effectivement, c'est parfois un petit peu malaisant de se dire, on va aller voir un thérapeute et on va lui dire, bon, ben, vous n'allez pas me toucher et vous n'allez même pas me soigner parce que vous ne me verrez plus. Mais en fait, je me donne cette permission intérieure en me disant, je ne suis pas marié avec cette personne et pour me sentir tout à fait libre de ne pas aller plus loin, je paye la personne pour la première séance. Et si cette personne me semble effectivement tout à fait à la hauteur, donc je lui pose un certain nombre de questions. Et une des questions que je lui pose, c'est qu'allez-vous mettre en œuvre pour qu'à un moment donné, je devienne autonome par rapport à vous? Et ça, c'est la question qui tue. Parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, malheureusement, que ce soit en médecine allopathique ou en médecine holistique, qui vivent dans l'angoisse de perdre leurs patients. Et donc, inconsciemment, vont s'organiser pour que vous soyez leur patient pendant des années, des années, des années. Donc, moi, c'est une des questions que je pose en première entrevue, c'est qu'allez-vous mettre en œuvre? Expliquez-moi la démarche que vous allez faire pour que je sois autonome dès que possible par rapport à vous et par rapport à la technique que vous allez me proposer. Si la personne me répond de travers, c'est sûr que de nouveau, je ne vais pas la voir. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas accepter de prendre après le package de 10 séances, éventuellement, hein, et de dire, j'accepte d'être dépendant de la personne pendant tout le processus. Mais est-ce qu'il y a un plan de sortie, c'est-à-dire un plan d'autonomisation de la personne qui est accompagnée par ce thérapeute? Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est fondamental ce que tu viens de dire, effectivement. Vraiment s'assurer qu'il n'y a pas une dépendance qui se met en place et qui va faire que la personne, c'est pas le patient, parce que quand on est dans cette démarche de santé, on est plutôt acteur, action, je sais pas comment dire, mais cette personne-là doit s'assurer que le thérapeute ne va pas mettre le grappin sur elle et après, quelque part être pas son jouet, mais en tout cas une personne qui ne va pas être actrice de sa santé, qui ne va pas pouvoir s'autonomiser. Et je pense que cette recherche d'autonomisation en santé, elle est fondamentale. Il ne s'agit pas de sortir ou en tout cas de limiter son approche, enfin ses consultations dans le cadre d'une médecine classique pour ensuite se retrouver enfermé ailleurs. Ça, c'est clairement, c'est pas du tout la bonne chose à faire. Ce qu'il faut vraiment viser, c'est l'autonomisation. Ça veut pas dire qu'on fait tout seul, hein. Ça veut dire qu'on va apprendre ici et là. Peut-être qu'il y a des choses qui relèvent de l'hygiène qui doivent être pratiquées de temps en temps. Pas forcément tout le temps avec la même personne, etc. Hein, comme l'ostéopathie, moi je trouve ça intéressant par exemple d'avoir 1 ou 2 séances par an, par un petit check-up, un petit truc, voilà. Bon, parce qu'on va pas réussir tout seul à se faire des manipulations d'ostéopathe, évidemment. Mais il s'agit pas non plus de tomber dans les grappins d'une personne qui peut abuser de vous. Et c'est souvent, ça peut arriver, c'est pas souvent, mais ça peut arriver dans le cadre d'une relation où on est, entre guillemets, on n'est pas capable de faire la manipulation ou l'opération sur soi-même. Donc, on a besoin de quelqu'un d'autre. Et ça arrive très souvent dans le milieu de la santé classique, conventionnelle, et il faut au maximum limiter ça dans la mesure du possible quand on va dans une approche entre guillemets alternative. Voilà. Ok. Je voulais te faire remonter peut-être 1 ou 2 questions du chat sur YouTube. Ouais. Oui, oui. D'ailleurs, le dernier que je t'ai mis sur le private chat, c'est une question de YouTube. Ah, ok. Du coup, on va la mettre alors. Ok. Ah, ok. Alors, je vais la copier et la mettre parce que je ne sais pas si je vais la retrouver. Il y a pas mal de questions qui s'enchaînent. Oui, oui. Ok. Alors, les gens qui sont contaminés, soi-disant, qui, eux, ne sont ni drogués ni homo, comment attrapent-ils le sida? Oui, mais en fait, bon, je ne vais pas trop m'étaler, mais en fait, il faut déjà faire une distinction qui, de nouveau, est valable aussi concernant le Covid. C'est que, en fait, la plupart des gens dont on dit qu'ils ont attrapé le sida, en fait, ils ont reçu un test de séropositivité. Exactement. Et ça, c'est une des grandes confusions qui se trouve dans l'esprit du public, c'est que un test de séropositivité égale sida, égale mort prochaine. Ce qui est complètement faux. Dans le petit livre dont je vous parlais il y a quelques minutes, les 10 plus gros mensonges sur le sida, il y a un des mensonges qui consiste à dire que le test de séropositivité est fiable.
Et l'auteur de ce livre Étienne de Harvel, que qui est Monsieur de Harven, il décrit dans la notice d'utilisation des tests de séropositivité, il est écrit en toutes lettres. Donc, ce n'est pas une invention de l'auteur et ce n'est pas une invention de ma part. Il est écrit en toutes lettres dans la notice d'utilisation de ce test de séropositivité qu'il peut y avoir jusqu'à 50 raisons différentes pour lesquelles on peut avoir des faux positifs. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pauvres personnes qui sont déclarées du jour au lendemain séropositives et pour eux, ça intervient comme une condamnation à mort, si vous voulez. C'est un choc de diagnostic qui peut d'ailleurs provoquer une vraie maladie à ce niveau-là et peut-être même une chute du système immunitaire parce qu'on leur a dit qu'ils étaient condamnés à mort. Alors qu'en fait, il est possible qu'ils soient tombés dans une des 50 raisons pour lesquelles on peut avoir des faux positifs. Ça ne vous fait pas penser aux tests les tests PCR liés au Covid-19 qui ont déclaré qu'un certain nombre de personnes étaient malades du Covid, alors qu'en fait, ces personnes étaient en parfaite santé. C'était une vraie rigolade. On les a appelés les asymptomatiques. Oui. On a inventé cette notion de personne en parfaite santé, mais qui devient un danger mortel pour les autres sans le savoir, parce que un test aurait prouvé sa contagiosité ou sa dangerosité pour les autres. On est vraiment dans le délire absolu. Ouais. Alors, regardez le cercle vicieux, parce qu'à partir du moment où vous êtes diagnostiqué séropositif, on va vous prescrire la trithérapie. La trithérapie, je vous le rappelle, est un immunodépresseur. Et vous allez commencer à avoir votre système immunitaire qui va déprimer, alors qu'en fait, vous étiez en parfaite santé. Et si vous n'aviez rien fait en termes de traitement, eh bien, probablement que vous auriez continué à vivre tout à fait normalement. Et si vous n'aviez pas fait le test de dépistage, probablement que vous n'auriez jamais été inquiété. Voilà. Bon, alors maintenant, il y a d'autres sources je dirais, de SIDA, c'est-à-dire de déficience immunitaire. Entre autres, en Afrique, la dénutrition, par exemple, est un des gros facteurs, sinon le plus gros facteur je dirais, d'effondrement du système immunitaire. Parce que le fait d'être dénutri et entre autres d'être en manque de protéines, et quand on sait que non, pas de protéines, pardon, d'être en manque d'acides aminés. Et quand on sait que les acides aminés sont à l'origine des lymphocytes T et des lymphocytes B, c'est-à-dire les éléments du système immunitaire qui peuvent réguler l'équilibre intérieur des êtres humains, mais si vous n'avez plus les matières premières, c'est-à-dire les acides aminés, parce que vous avez une alimentation carencée, eh bien, vous pouvez avoir une dépression du système immunitaire. Et il y a des expériences qui ont été faites, si mes souvenirs sont bons, en Éthiopie, où on a repris tout un village où les gens étaient extrêmement malades et beaucoup de sidéens. On a simplement mis en place un système de renutrition et les cas de sida ont disparu, simplement avec une renutrition. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on est malheureusement chaque fois dans le même cercle vicieux, c'est qu'on fait un diagnostic qui est basé sur rien du tout, on donne un traitement qui va provoquer la maladie que l'on craignait au départ, et après, on part dans un cercle vicieux, éventuellement jusqu'à la mort de la personne. Tu parlais de quels acides aminés qui étaient en carence et qui pouvaient causer ça? Je ne sais plus. D'accord. Je ne sais plus. Allez, j'avais donné des conférences à Montréal sur le sida. Malheureusement, la salle où je donnais cette conférence était en plein quartier gay. Et moi, je ne le savais pas parce qu'en fait, mon organisateur ne me l'avait pas dit. Et il y avait pas mal d'homosexuels qui étaient venus à ma conférence. Et certains, d'ailleurs, avaient pris la décision d'arrêter la trithérapie à la sortie de ma conférence, alors que franchement, je m'étais bien gardé de donner quoi que ce soit comme conseil, puisque je rappelle encore une fois que je ne suis pas médecin. Donc, j'ai simplement expliqué ce que je viens de vous expliquer. Et ces personnes ont dit, bah, tiens, je vais faire l'expérience, je vais arrêter la trithérapie pendant quelques mois, je risque pas grand-chose, et on va voir ce qui se passe. Et en fait, ces gens ont commencé à aller de mieux en mieux.
et se sont sevrés complètement des traitements en trithérapie. Voilà, mais bon, à partir de là, j'ai quand même été banni banni du quartier gay de Montréal, et mon organisateur n'a plus jamais pu louer cette salle pour organiser d'autres conférences, parce que je dirais ceux qui protégeaient la communauté homosexuelle trouvaient scandaleux et criminel de conseiller, entre guillemets, d'arrêter la trithérapie, chose que je n'ai jamais faite. J'ai simplement exposé des faits avec les 50 cas de faux positifs au niveau de la séropositivité, et le fait que la trithérapie est immunodépressive. Et ça, je dirais, ce sont des faits qui sont non contestables. Voilà. C'est une liste qui avait été établie par Christine Johnson, il me semble, et on peut retrouver cette liste de 50 conditions qui peuvent générer un test de séropositivité et qui, après, vont faire que la personne va se sentir effectivement comme CDN et donc exclue de la société, traitée par tout type de molécules qui vont créer des problèmes. Enfin bref, c'est un scandale assez monumental, cette histoire-là. Alors, est-ce que tu vois d'autres questions? Moi, je voudrais qu'on parle un moment de ce document qui est sorti il n'y a pas très longtemps, du rapport qui a été publié par le Conseil national de l'ordre des médecins français. Oui. Le rapport s'appelle « Les pratiques de soins non conventionnels et leurs dérives, état des lieux et propositions d'action ». C'est sorti fin juin 2023, donc il y a quelques semaines. Et ça n'a pas encore fait beaucoup parler de lui, ce rapport, sauf ce soir, j'ai vu qu'il y avait la newsletter de l'AIMSIB, l'Association internationale pour une médecine scientifique, indépendante et bienveillante. Donc, c'est Eric Mena qui a écrit un article sur ce rapport pour parler de sa consternation de voir un tel rapport écrit par l'Ordre des médecins. Un rapport qui en gros, critique et cherche à influencer le législateur et à éliminer ou à décourager en tout cas fortement le recours à ce qui est présenté comme des médecines alternatives, considérées comme non scientifiques, et ça inclut toutes sortes d'approches, certaines très très anciennes, type médecine traditionnelle chinoise, type médecine ayurvédique, type ostéopathie, homéopathie, phytothérapie, etc., etc., etc. En gros, ils veulent réduire la médecine à leur approche chimique qui cherche à traiter les symptômes et non les causes, et dans un système vraiment pervers dans lequel on est coincé depuis, enfin, pas coincé à 100%, parce qu'on a encore ces possibilités-là qui existent aujourd'hui, mais ils veulent vraiment restreindre au maximum la possibilité de sortir de ce champ médical. Et c'est assez terrible de lire des choses comme ça. Et comme l'a bien dit Eric Mena dans son article, ça fait penser vraiment à du 1984, vraiment une vision très totalitaire de la médecine, mais qui est relativement en cohérence avec l'origine même de l'ordre des médecins, qui a été créé sous Vichy dans l'objectif d'exclure les médecins juifs de la pratique de la médecine en France. Donc on est tout à fait dans, j'ai envie de dire, quelque chose de logique par rapport à l'histoire de l'ordre des médecins, mais c'est malgré tout inquiétant de voir ce rapport édité en 2023, après 3 années d'arnaque sidérante Covid. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux dire sur ce sujet? Je vais le faire apparaître à l'écran. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je partage mon écran puisque c'est la couverture de ce fameux rapport. Alors je vais l'agrandir comme ça, vous verrez mieux. Voilà, voilà. Donc, c'est un document qui est édité par le Conseil national de l'ordre des médecins, le CNOM, et c'est les pratiques de soins non conventionnels et leurs dérives. Et moi, je l'ai lu, et ce que je trouve vraiment très scandaleux, bon, d'abord déjà, les organes sur lesquels ils se sont fondés, il y en a plusieurs qui sont des organes dont on se demande bien ce qu'elles font, puisqu'il y a le CAFES. Alors, le CAFES, c'est le Centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire. Donc, voilà, vous voyez, alors, il y a la KEMAD. La KEMAD, c'est la cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérive sectaire. Le CCMM, Centre contre les manipulations mentales. Alors, on en a encore un ou deux, je pense. La Miviludes, bien entendu, nos amis de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et je pense que c'est à peu près tout. Et en fait,
j'ai pris le temps de lire ce qu'ils ont contre une série de pratiques de soins non conventionnelles, hein, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et en fait, quand on regarde, c'est que le reproche chaque fois, quasiment chaque fois, c'est qu'ils disent, d'ailleurs je vais prendre un exemple comme ça et je vais encore l'agrandir. Alors attendez, moi, je vais aller prendre l'homéopathie par exemple. Alors, voilà. Oui, évidemment, on a les dérives sectaires, hein, parce que ça, c'est un des prétextes qu'ils prennent, c'est que la pratique des médecines alternatives peut conduire à des dérives sectaires. Bon, cherchez l'erreur, parce qu'en fait, quand on regarde la manière dont la crise Covid et toute une série d'autres mesures soi-disant de santé publique n'ont absolument pas respecté la liberté de choix, n'ont pas respecté le libre arbitre, ont été une emprise mentale et des processus de manipulation mentale, on se demande s'ils vont parler à un moment donné des campagnes de vaccination, des campagnes de… mais là, il n'y a pas un mot là-dessus, bien entendu, mais par contre, quand on essaye d'aider les gens en leur faisant faire le lien entre les chocs émotionnels qu'ils ont vécus et le déclenchement de certaines maladies, eh bien ça, systématiquement, c'est considéré comme de l'emprise mentale. Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors, non, alors, en fait, ce qu'il reproche, je vais vous le dire de façon plus, enfin, de façon de mémoire, tout simplement, c'est que quand il parle de ces différentes approches non conventionnelles, eh bien, à chaque fois, il rappelle… Bon sang, mais où est-ce que c'est ça? Attendez, parce que il reproche simplement aux médecins… ben voilà, je l'ai tout de suite. Comme quoi le papier, parfois, c'est beaucoup plus pratique. On a une vision, donc je vais à la page 53. Voilà. Voilà, homéopathie, qui est quelque chose évidemment que je connais très bien. Alors, je vais agrandir. Alors, je pense que vous voyez. Ouais. Voilà. Alors, on dit évidemment, bon, déjà la définition de la médecine homéopathique n'est pas donnée, on donne simplement la définition d'un médicament homéopathique, alors que l'homéopathie, c'est tout sauf un médicament. Je dirais, bon, le remède, à la limite, c'est la touche finale, mais la démarche de l'homéopathie est totalement différente. Alors, évidemment, le risque, hein, ça c'est ce qu'on dit ici dans Vigilance. Le risque essentiel est d'écarter les patients présentant des pathologies graves des traitements dont l'efficacité a été démontrée, ce qui peut entraîner une perte de chance ou un risque vital pour ces patients. Donc ça, c'est déjà ce qu'on dit très souvent, c'est que quand les gens se tournent vers des médecines alternatives, c'est qu'ils vont vivre une perte de chance parce que, soi-disant, les traitements de la médecine allopathique sont efficaces et l'efficacité a été démontrée. Hein, je dirais que ça reste à démontrer et ça n'a pas été démontré. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est ici ce qu'ils disent chaque fois sur ce que les médecins risquent en proposant cette technique. Et ils disent, je vais encore agrandir un petit peu, les médecins doivent aux patients des soins consciencieux et basés sur les données acquises de la science. Article R 4127-32. Et je peux vous dire que tous mes amis médecins homéopathes, dont le regretté Olivier Soulier, m'ont dit que lorsqu'ils ont été convoqués à l'ordre des médecins, malgré le fait que ces médecins soignaient et guérissaient beaucoup plus de monde en moyenne que leurs confrères qui pratiquaient la médecine allopathique, on leur reprochait toujours de ne pas se baser sur les dernières avancées de la science. Donc ça, c'est déjà intéressant. Bon, deuxièmement, il leur est interdit de proposer des traitements insuffisamment éprouvés. Oui, mais éprouvés comment? Éprouvés avec la méthode scientifique en double aveugle. Or, l'homéopathie ne pourra jamais être prouvée avec une méthode en double aveugle, puisque c'est une médecine qui est tout à fait individualisée et tout à fait adaptée à, je dirais,
l'état général du patient, et pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Les médecins ne peuvent plus faire état du titre d'orientation en homéopathie sur leur plaque ou leur ordonnance. Ils peuvent cependant continuer à prescrire des médicaments homéopathiques à leur patientèle. Les médicaments homéopathiques ne sont plus remboursés par l'assurance maladie. Voilà. Et c'est très drôle parce que à chaque fois, oui, et alors toute personne qui conseille ou prescrit un traitement homéopathique exerce illégalement la médecine et est pénalement sanctionnable. Et en fait, dans toutes les rubriques de ce document, il est marqué qu'on peut avoir 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Voilà. Donc, je trouve ça tellement dangereux parce qu'en fait, j'ai assisté depuis 1994 à une attaque en règle contre toutes les pratiques alternatives qui vont conduire tôt ou tard à une emprise totale je dirais de la médecine allopathique et de la psychiatrie sur les personnes. Et d'ailleurs, à la page 9 de ce rapport, ils disent, et c'est ça qui les inquiète, 71% des Français a déjà eu recours à une pratique de soins non conventionnels. Ça les inquiète. Puis c'est en augmentation, j'imagine, en plus. Et c'est en augmentation. C'est en augmentation. Pas bon pour le business, ça. Comment ? C'est pas bon pour le business, ça. Hein. Mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont obligés de diaboliser les médecines alternatives comme étant des dérives sectaires, comme étant des choses non éprouvées qui font subir des pertes de chance, etc., etc. Donc, en fait, c'est vraiment… et je me demande dans quelle mesure, le jour où il y aura l'euro numérique qui sera une monnaie programmable, il nous sera encore possible, par exemple, d'acheter des services de soins non conventionnels ou d'acheter des médicaments non conventionnels, puisque avec le système d'euros numériques, par exemple, ou de dollars numériques, hein, c'est la même chose en Amérique du Nord, chaque achat que vous allez faire va être le type d'achat va être reconnu par le système et va vous autoriser ou non à faire cet achat. Donc, vous imaginez le jour ce ne sera pas pour tout de suite, mais le jour où on vous dira, mais l'argent que tu as dans ton wallet, dans ton portefeuille numérique, eh bien, tu peux l'utiliser pour acheter ce genre de choses, ce genre de choses, ce genre de choses, mais par contre, ce genre de choses, nous avons décrété que c'était pas bon pour la santé, et donc, tu ne peux plus acheter les services d'un homéopathe, par exemple, parce que ce n'est pas suffisamment éprouvé. Et c'est ça qui est en jeu, et je pense que ce rapport est en train de préparer des interdictions qui seront peut-être dans 4-5 ans mises en œuvre en relation avec la monnaie numérique. Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que nous n'aurons plus aucune liberté même de choisir la manière dont nous voulons nous soigner ou nous faire accompagner. Après, bon, l'avenir n'est pas encore écrit, hein, on ne sait pas. Enfin, eux, disons qu'il y a des gens qui l'écrivent et qui l'espèrent, ce genre de choses, mais bon, on n'y est pas encore et j'espère, moi, de mon côté, qu'on ne va pas arriver à ça. L'impression que j'ai malgré tout, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ces médecines présentées comme alternatives. Il y a de plus en plus de gens aussi qui en voient l'intérêt et qui en ont des bénéfices. Il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés de la façon dont toute l'arnaque Covid a été gérée. Donc, bah ouais, peut-être que ce système médical qui est associé à une espèce de secte scientiste, est amené à s'effondrer. Et comme il est en train de s'effondrer, bah, il se débat comme il le peut. C'est une bête qui devient violente et méchante, hein, qui est un animal blessé, souvent il est très agressif, mais c'est peut-être voilà, aussi un bon signe quelque part de voir le Conseil national de l'ordre des médecins proposer des choses aussi ubuesques et aberrantes que ça. Ça montre vraiment que ces personnes sont aux abois. Enfin, c'est hallucinant, c'est pathétique. Et bon, bah, ça vient de sortir, voilà. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus à différents moments, mais c'est vrai que c'est inquiétant et en même temps, quelque part, ça donne de l'espoir. Parce que pour qu'ils aillent aussi loin dans l'absurdité, ça montre que vraiment, ils ont peur quelque part. Ils ont vraiment peur et ils se sentent acculés. Ils voient qu'il y a une perte de confiance
énorme envers cette médecine présentée comme scientifique, mais qui n'est pas scientifique, hein, mais qui est associée à la secte scientiste. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une emprise sectaire très très forte des personnes qui croient encore à ces approches-là, sauf celles, hein, bien sûr, on en a parlé l'autre fois, hein, de certaines approches allopathiques qui sont tout à fait intéressantes, et il ne s'agit pas de tout jeter non plus, mais pour tout ce qui est maladie chronique liée à l'hygiène de vie et de manière globale, et bien là, effectivement, la médecine allopathique est extrêmement problématique, très dommageable, et a tendance à vouloir garder pour elle toutes ces personnes qui sont sous emprise. Et quand ils parlent de perte de chance, ils parlent de perte de chance pour eux, c'est-à-dire perte de chance de délivrer des traitements extrêmement chers, toxiques et inefficaces. Voilà. On peut dire des choses comme ça. Alors, je vois que quelqu'un vient de réagir. Tu peux l'afficher. D'ailleurs, c'est l'avant-dernier, avant-avant-dernier commentaire, pas du tout scientifique, tu vois, de Zita. Oui. Voilà. Alors, parce que c'est toi qui disais cette médecine qui n'est pas scientifique. Alors, c'est peut-être important juste de faire une petite précision, puisqu'on est toujours dans cette émission On fait quoi maintenant, qui essaye de prendre du recul et de regarder les choses de façon plus systémique. Je voudrais rappeler une chose, c'est que toute démarche médicale, qu'elle soit allopathique ou non conventionnelle, globale, holistique, etc., n'est pas une science et ne sera jamais une science. Parce que qu'est-ce qu'une science? En fait, c'est une démarche qui consiste à observer et je dirais, à décrypter des liens de cause à effet dans des phénomènes qui sont reproductibles et qui sont indépendants de l'observateur. En fait, c'est ça le fondement de la science, tel qu'il a été défini par des gens comme Claude Bernard et même des gens avant lui. Et en médecine, comme on est chaque fois face à des êtres humains, on ne pourra pas reproduire deux fois la même expérience et établir des liens de cause à effet. Donc déjà ça empêche la médecine d'être une démarche strictement scientifique, et que ce soit une médecine allopathique ou holistique. La deuxième chose, c'est que le corps humain est tellement complexe que les lois de la science ne peuvent pas s'appliquer. Et ça, bon, moi qui ai fait des études en physique, j'ai été confronté à des problèmes aussi élémentaires que vous avez deux pendules. Bon, si on a un pendule, on est capable d'écrire l'équation du pendule, de l'oscillation du pendule. On est capable de calculer la vitesse, machin, la période et compagnie. Bon, vous attachez maintenant un deuxième pendule, exactement de la même longueur, du même poids, au premier pendule, et puis vous les lancez. Donc, vous allez avoir un mouvement qu'on va qualifier de chaotique. Eh bien, il est strictement impossible au niveau numérique d'écrire les équations de ce système avec simplement deux objets. Alors, vous imaginez, le corps humain, c'est des dizaines d'organes, c'est des milliards de cellules, etc. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en équation, comment est-ce qu'on pourrait décrire de façon scientifique quelque chose où un élément du système va avoir un impact sur un deuxième élément du système, qui lui va avoir un impact sur un troisième élément du système, qui éventuellement va avoir une rétroaction sur le premier élément du système. Et là, je n'ai pris que 4 éléments. Comment peut-on décrire ça de façon scientifique? C'est absolument impossible, parce qu'on est dans une démarche complexe, on est dans une démarche systémique. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle la médecine conventionnelle une médecine scientifique? Et c'est un tort. En fait, la médecine est un art, ou en tout cas devrait être un art. Mais en fait, cette médecine allopathique utilise une technologie scientifique pour faire des diagnostics, pour faire des chirurgies, pour faire toute une série de manipulations au niveau des patients. Donc, la médecine utilise une technologie scientifique, mais la médecine n'est pas une science. Et ça, je crois que c'est vraiment important de faire cette distinction, parce que sinon, on croit qu'on est face à des scientifiques. Les médecins ne sont pas des scientifiques, ils ne sont pas formés comme des scientifiques, ils n'ont pas de formation scientifique, et dans le meilleur des cas, ils devraient être des artistes. Hein. C'est un art de soigner et ce n'est pas une démarche scientifique. Voilà, je voulais juste réagir parce que c'est
Et Manu qui dit, c'est ça la différence entre l'industrie et l'artisanat. Effectivement, c'est tout à fait ça. Ok, pas mal, bien vu. Ok, bah merci pour ces précisions, c'était super bien posé. Je pense qu'on comprend bien l'analogie que tu as faite. On va peut-être passer aux dernières questions. Pensez-vous que les décisions liberticides prises pendant le Covid étaient un test et qu'ils vont de nouveau les appliquer pour le nouveau narratif du changement climatique? Alors, nouveau narratif, il n'est pas tellement nouveau, hein, ce narratif, hein. Il date au moins de 92 et de la conférence de Rio, il me semble, des Nations Unies, à Rio de Janeiro, au Brésil. Mais en tout cas, on peut remarquer qu'il y a des méthodes de manipulation, de propagande qui sont assez similaires sur ces deux thématiques. Il y a plein d'autres thématiques, hein, sur lesquelles il y a ce genre de propagande. Mais effectivement, ils nous ressortent pas mal changement climatique actuellement. Bon, j'ai envie de dire que l'été est une période propice pour parler de ça parce que il fait chaud l'été. Et comme on nous a parlé longtemps de réchauffement climatique, quand les gens ont chaud, c'est plus facile de leur faire croire que, c'est plus facile de leur parler de chaleur et donc de dérèglement du climat. Voilà, qui occasionnerait donc des pics de chaleur plus nombreux, plus fréquents, plus longs, plus je ne sais quoi. Bon, évidemment, l'hiver, c'est plus compliqué, sauf s'il y avait un hiver très très doux, ou ce qui n'arrive pas trop, ou pas suffisamment souvent. Et puis, quand on a froid, on pense moins au réchauffement climatique, disons. Voilà. Donc, l'été est la bonne période. C'est pour ça qu'ils sont à fond là-dessus, même si pour le moment, en France et en Europe, on va dire du milieu et du nord, c'est pas vraiment la canicule. Je sais pas comment c'est au Québec là, mais bon, là c'est plutôt un temps dégueulasse, hein. Chez nous aussi. Chez nous aussi. C'est pas du tout un été très chaud. Alors dans certains coins, oui, il fait chaud, en Espagne, en Italie, en Grèce, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est normal dans ces pays du sud de l'Europe d'avoir des chaleurs importantes. Peut-être qu'à certaines années, elles sont un peu plus importantes que d'autres. Après, il y a plein de façons de mesurer ça qui font que si on change notre façon de mesurer, si on mesure plus à 2 mètres du sol, mais à 50 cm ou sur le sol, c'est pas la même chose. Si les stations de mesure, c'est des tarmacs d'aéroport qui après en plus sont entourés par des lotissements, il y a un effet, comment on appelle ça déjà, urbain, comment ça s'appelle, je sais plus, îlot urbain, voilà, un effet d'îlot urbain qui va faire monter la température. Oui, il fait plus chaud en ville qu'à la campagne, vous l'avez remarqué ça. Bref, oui. On va comme ça de façon artificielle prétendre qu'il y a une augmentation des températures. C'est juste que l'environnement local est différent ou qu'on mesure différemment les choses, tout simplement. Et il suffit d'avoir des médias qui s'alignent sur la propagande et tous en même temps vont vous dire que c'est une canicule extraordinaire alors que vous avez jamais aussi froid l'été. Et les gens vont y croire malgré tout. Et c'est ce que disait un être humain sur Twitter, un pote sur Twitter, c'est qu'il voit des gens à Paris en t-shirt parce qu'on leur a dit que c'était la canicule alors qu'ils se les pèlent en fait. Bon bref, du grand, on est le délire total. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, je ne sais pas quel est ton avis sur la question, donc je reprends. Ah, je ne l'ai pas affiché la question, zut. Je vais la mettre du coup. Alors... Mais je viens de terminer hier soir un livre d'un certain Christian Gérondeau qui a écrit toute une série de bouquins sur la religion écologiste et sur l'arnaque du réchauffement climatique. Et un argument que je n'avais jamais vu passer, parce que effectivement c'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis un certain nombre d'années, et je sais effectivement que qu'il y ait réchauffement ou qu'il y ait refroidissement, à la limite je m'en fous. Ce que je sais, c'est que ça n'a rien à voir avec le CO2 émis par les activités humaines, puisqu'en fait c'est ça le grand débat. Le grand débat, à la limite, on s'en fout de savoir si on est à un demi-degré de moins qu'il y a 40 ans ou un demi-degré de plus qu'il y a 40 ans, hein, mais ça se joue à effectivement un demi-degré. Mais il donnait un argument qui est en fait un argument massu. C'est ça, voilà, c'est Christian Gérondeau, merci. Et c'est effectivement le climat par les chiffres. Donc, tu peux l'afficher éventuellement, c'est en train de passer, c'est à JBR, là, à 4h02, enfin 4h02, c'est chez moi. Je vais en même temps aussi. Voilà, Christian Gérondeau. Ouais. Et en fait, le premier argument qu'il donne, qui devrait arrêter tous les débats sur les mesures pour lutter contre le climat, il dit, en fait, il n'y a jamais personne qui mentionne le fait que dans l'atmosphère en permanence, il y a 3200 milliards de tonnes de CO2.
Et la contribution humaine, parce qu'effectivement, il y a une contribution humaine, c'est 35 milliards de tonnes par an. Alors, quand on regarde 3200 milliards de tonnes qui sont déjà dans l'atmosphère, et on a 35 milliards de tonnes qui sont émises chaque année par les êtres humains. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça représente, si je calcule bien, 1/100 du volume de CO2. Mais quand on sait que le CO2, ce n'est que 0,04% de l'ensemble des gaz à effet de serre, même si on réduit de moitié nos émissions de gaz à effet de serre, même si on réduit à 100% nos émissions de gaz à effet de serre, on aura encore 3200 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, qui de toute façon vont être régulées par une pousse plus rapide des végétaux et donc une abondance végétale absolument extraordinaire, et donc effectivement de la nourriture davantage pour les êtres humains. Et de toute façon, ça ne représente que 0,04% des gaz à effet de serre globaux dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que cette lutte contre le réchauffement climatique est un leurre. Ça ne fonctionnera jamais, même si tous les êtres humains arrêtaient de respirer, arrêtaient de péter, arrêtaient de se chauffer, etc. En fait, ça ne changera absolument rien. C'est, comme il le dit à un moment donné, mettre à zéro nos émissions, ça ferait varier le taux de gaz à effet de serre de 1/200 millième des gaz à effet de serre, c'est-à-dire en fait quelque chose de totalement négligeable. Et ça, okay. Et donc on pourrait se demander à qui profite le crime de cette soi-disant lutte contre le réchauffement climatique. Ben, ça profite de nouveau à ceux qui veulent nous taxer sous prétexte de sauver la planète. Je rappelle que Al Gore, par exemple, qui a été le grand chantre du réchauffement climatique avec son fameux documentaire Vérité qui dérange. An Inconvenient Truth, donc une vérité qui dérange. Il est le premier à avoir investi dans la bourse du carbone, parce qu'il savait qu'à un moment donné, le carbone, les échanges de carbone allaient exploser à la bourse. Et donc, ce gars-là a effrayé la population avec sa fameuse crosse en forme de hockey, ou sa courbe en forme de crosse de hockey. Mais en même temps, en catimini, tous les milliardaires de ce monde investissaient dans la bourse du carbone il y a 30 ans pour maintenant se remplir les poches une fois de plus sur le compte des petits épargnants et des petits gens comme nous. Voilà. Donc, moi plus encore que, j'ai l'impression que plus encore qu'effectivement un système qui permet de taxer, de faire un détournement d'argent vers les riches ou vers les initiés, disons, je pense qu'il y a aussi surtout un système de contrôle, parce qu'on va pouvoir mettre en place, comme avec Covid, où il y a eu des passes soi-disant sanitaires, etc. Ben là, il pourrait y avoir un pass carbone ou je ne sais quoi. Que quand vous atteignez une limite de consommation de produits supposés être contributeurs d'émissions de gaz à effet de serre et donc au soi-disant changement climatique, eh bien, vous atteindrez un cap, vous serez coincé et on vous empêchera d'utiliser une voiture ou de voyager en avion, etc., etc. Donc, c'est pour moi vraiment un système de contrôle qui fait partie de cette dérive totalitaire à laquelle on assiste et qui va utiliser n'importe quel prétexte pour nous contrôler, que ce soit la santé ou soi-disant la protection de la planète, sachant qu'il y a plein de vraies problématiques environnementales qui existent, qui ne sont pour le coup pas du tout traitées. On s'occupe de ça, comme la pollution, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement régler. Mais les émissions de CO2, comme disaient plusieurs climato-sceptiques, entre guillemets, le CO2, c'est la vie. C'est grâce au CO2, d'abord c'est grâce au CO2 qui se trouve dans l'atmosphère et c'est grâce aux gaz à effet de serre que la planète Terre est viable et que nous avons une température moyenne de 16-17 degrés sur l'ensemble de la planète, parce que sinon on serait comme sur la Lune où les températures vont de moins 120 degrés jusqu'à plus 150 degrés lorsqu'on est exposé au soleil. Donc c'est la vie des plantes, et ces plantes
sont la nourriture des animaux que nous mangeons ou sont la nourriture que nous mangeons directement. Donc, vouloir diminuer le CO2, c'est vouloir diminuer les ressources qui seront à notre disposition pour nous maintenir en vie, tout simplement. Ok. Est-ce que tu vois peut-être une dernière question pour conclure cette émission? Alors, on est sorti un peu du cadre donc, de la médecine conventionnelle, mais ça, enfin, des dangers de la médecine allopathique, mais n'empêche qu'effectivement, on voit des similitudes dans la façon de vouloir contrôler les gens via le biais sanitaire sur d'autres domaines comme celui environnemental, entre guillemets. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement? Oui, en fait, j'avais repéré, je viens de la retrouver sur YouTube. Ben, je te la mets dans le chat privé, Ouais. comme ça ira plus vite. C'est Marie qui pose cette question. Et donc, pendant que tu l'affiches, je la lis. J'ai une question. Je prends depuis 10 ans un médicament pour le cholestérol. La dernière fois, mon médecin m'a dit que mon taux était mauvais. Non, mon taux de mauvais cholestérol était trop bas. Et il m'a laissé repartir comme ça. Voilà. Est-ce que tu as des commentaires par rapport à ça? Alors, j'ai une question. La dernière fois, mon médecin m'a dit que mon taux de mauvais était trop bas. Il me laissait partir comme ça. Alors, je pense que prendre un médicament pour le cholestérol, donc, comment ça s'appelle déjà? Les statines. Voilà, des statines. C'est déjà. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, il y a pas mal d'éléments qui font penser que c'est une grosse erreur en termes de santé, que ça n'a pas de bénéfice santé. Ça peut être un bénéfice sur un marqueur qui est le cholestérol, mais qui n'est pas un bon marqueur de santé, disons, ou de santé cardiovasculaire. Donc faire baisser un marqueur, donc comme d'habitude, traiter un symptôme et non pas une cause, ça crée souvent des catastrophes. Et donc, je crois que c'est Michel Delorgerie qui a écrit de façon magistrale que les statines étaient un gros problème de santé, une arnaque sanitaire, comme il y en a de très nombreuses. Donc, peut-être pas une excellente idée, disons, de prendre ce médicament depuis 10 ans. Et donc, le médecin dit que le taux de mauvais cholestérol était trop bas. Ouais. Et était trop bas, il m'a laissé repartir comme ça. Bon, bah... je sais pas, comme ça n'a pas vraiment... comme ces valeurs, elles sont un peu arbitraires et que elle prend un médicament qui modifie de façon artificielle son taux de cholestérol entre guillemets bon et entre guillemets mauvais, j'ai envie de dire que cette réponse est assez symptomatique d'un manque de conscience professionnelle déjà et aussi un manque de connaissance de ce qui se passe. Mais moi, je dirais que il serait intéressant pour Marie de se renseigner sur le scandale des statines et après, en connaissance de cause, avec cette fois un avis éclairé, parce qu'elle n'a jamais eu d'avis éclairé sur le sujet, parce qu'elle ne connaît pas cette problématique, et bien qu'elle prenne des décisions par rapport à ça. Et je rappelle aussi que quand on prend la décision de limiter ou de supprimer un médicament, en général, on évite de faire ça de façon abrupte, parce qu'il peut y avoir des dégâts dans le corps qui, tout d'un coup, avaient une espèce de béquille ou bien avaient une molécule qu'il arrivait à traiter bon gré mal gré. Et là, si on lui retire ça, il peut y avoir un chamboulement qui peut être rapide et qui peut causer des problèmes. Donc, on fait attention et on se fait éventuellement accompagner pour ça. Mais ça serait intéressant pour Marie de se renseigner sur le scandale des statines qui me paraît un scandale monstrueux, de gros détournements d'argent et qui pourrit la santé de plein de personnes qui l'apprennent. Oui, et je tiens à préciser que ce que Jérémy vient de dire n'est pas un conseil médical, n'est pas une prescription, parce que nous sommes juste là pour commenter le scandale des statines, et je recommanderais donc à Marie, et d'ailleurs je recommanderais à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent ce soir ou qui nous écoutent en différé, je ne peux que vous recommander de continuer à vous informer. Vous savez, j'ai 2 bibliothèques entières de livres consacrés uniquement à la médecine, mais aussi aux scandales médicaux. Bon, les vaccins, c'est 80 bouquins que j'ai sur les vaccins. Sur la médecine nouvelle de Hammer et tous les dérivés de la médecine nouvelle, j'ai aussi une planche complète sur la médecine psychosomatique. J'ai une demi-planche sur la médecine quantique. J'ai une planche complète sur les fraudes scientifiques dans le domaine biomédical. Et tout ça, c'est important enfin bon, vous n'êtes pas obligé de lire autant de bouquins que moi, mais c'est vraiment important quand vous avez un problème comme par exemple le cholestérol, d'aller chercher, parce que ça existe, des ressources en livres
sur le scandale du cholestérol, le scandale des statines. C'est assez facile à trouver. Et à ce moment-là, informez-vous auprès de gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Et je dirais que chaque fois que vous achetez un bouquin, bon, ça ne vous coûte que 15 ou 20 euros. Parfois, il y a des bouquins qui sont en poche qui coûtent 9,50 €. Hein. Moi, le bouquin de Gérondeau, il m'a coûté 9,50 €. Bon, après, l'exportation vers le Canada, ça m'a coûté 20 $. Mais bah oui, c'est ça. Mais sinon, c'est pas très cher, mais ça peut rapporter gros. Et ce n'est pas comme ça que vous allez enrichir de toute façon les auteurs, mais en tout cas, vous allez enrichir votre culture générale et vous allez être capable de mieux vous défendre des dangers de la médecine allopathique. Et de nouveau, nous ne critiquons pas les médecins, mais malheureusement, les médecins sont paresseux. Les médecins ne font pas leur travail de responsabilité. En tout cas, si moi j'étais médecin, c'est clair que je prendrais sur mon temps de loisir ou sur mes soirées, au lieu de regarder, de m'avachir devant la télévision, que je n'ai pas depuis 1982. Je n'ai pas de télévision depuis 1982. Et donc, du coup, ça me permet d'avoir du temps pour lire le soir. Hein. Une fois que j'ai fini mon travail, eh bien, je lis. Les médecins devraient faire ça aussi parce que c'est la vie de leurs patients qu'ils ont entre les mains. Et malheureusement, et ça c'est le gros reproche que je fais aux médecins, c'est de ne pas regarder en dehors de la formation qu'ils ont reçue initialement et en dehors des informations commerciales qu'ils reçoivent des délégués médicaux. Parce qu'en fait, finalement, la formation continue des médecins, ce sont les délégués médicaux qui sont payés par les compagnies pharmaceutiques pour vanter les mérites des nouveaux produits allopathiques, sans leur donner d'ailleurs accès aux études quand elles ne sont pas bidonnées d'ailleurs, ou bidouillées, pardon, pas bidonnées, mais bidouillées. Je fais plein de lapsus ce soir, mais c'est pas grave. Mais la responsabilité de tout médecin qui normalement a juré sur le serment d'Hippocrate, c'est de regarder en dehors de la boîte, en dehors de la faculté de médecine, en dehors des délégués médicaux et de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Ça fait 10 patients que je soigne comme ça, ils sont tous morts. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je remette en question ma vision des choses ou peut-être le traitement que je suis en train de leur donner et dont on m'a dit le plus grand bien? Regardez, Pfizer a annoncé 95% d'efficacité au niveau de son vaccin et on se rend compte aujourd'hui qu'on est extrêmement loin du compte. Voilà. Ce que toute personne qui s'était un minimum renseignée sur les vaccins aurait su tout de suite. Hein, parce que oui. Normalement, quand on s'est renseigné sur les vaccins, on sait très bien que les annonces des fabricants sont toujours complètement fantaisistes. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. Ouais. Donc, ouais, ok. Bah écoute, Jean-Jacques, on s'arrête là pour ce soir, pour cette question-réponse. Ouais. Oui, absolument. On pourrait passer encore de nombreuses heures sur le sujet. C'est passionnant. Après, moi, je pense que, comme toujours, ce qui est très important, c'est de développer son esprit critique, de se renseigner, de lire, de chercher les informations. Et on trouve les informations, elles existent. On n'a plus d'excuses tellement aujourd'hui, j'ai envie de dire. Il y a tellement de bons bouquins qui ont été écrits. Il y a aussi des belles vidéos. Alors parfois, elles sont plus sur YouTube parce que YouTube les supprime au fur et à mesure. Mais n'empêche qu'il y a des ressources. Et donc, renseignez-vous, cherchez les informations, gardez l'esprit ouvert, ne faites pas une confiance absolue à qui que ce soit, et puis expérimentez, et vous allez avoir de belles surprises à condition de garder cet esprit ouvert. Voilà. Alors, je voudrais faire une annonce, ou deux annonces, c'est-à-dire que d'abord, Jérémy et moi, nous aurons le plaisir de co-animer à nouveau des émissions au mois de septembre sur la thématique du paradigme pasteurien, c'est-à-dire quels sont les fondements, quels sont les postulats de la médecine allopathique, mais cette fois-ci, vu du point de vue de l'héritage de Pasteur, et qui nous apparaît à nous, en tout cas, comme un héritage tout à fait empoisonné et empoisonnant. Et nous aurons peut-être un invité avec nous. On ne vous dit pas encore qui, mais nous avons plusieurs pistes que nous sommes en train de suivre, que Jérémy est en train de suivre pour l'instant. Sinon, au mois d'août, le premier dimanche du mois d'août, c'est-à-dire le 6 août, j'aurai le plaisir de co-animer avec je ne sais pas encore qui, parce que pour l'instant, il y a plusieurs candidats, une émission sur, cette fois-ci, la mise en danger de nos enfants.
Voilà, on s'est dit qu'au mois d'août, ce serait bien de faire un point sur toutes les menaces qui pèsent actuellement sur les enfants de 0 à 18 ans, on va dire ça comme ça, donc les enfants, les adolescents, enfin les bébés, les enfants, les adolescents. Et donc là, ça va être un panorama très large, puisqu'on parlera aussi bien évidemment des menaces au niveau de la santé, au niveau de la santé mentale, et de voir tous les effets secondaires des mesures sanitaires sur les enfants, les adolescents, avec la hausse des suicides, etc. Mais on parlera aussi évidemment de l'éducation sexuelle, qui est le programme recommandé par les Nations Unies et l'OMS dans les écoles à partir de l'âge de 4 ans, le transgenrisme. Donc en fait, il y aura beaucoup de choses, mais dont je dirais le fil conducteur, ce sera les enfants et les dangers qui pèsent sur nos enfants. Voilà. Donc ça, c'est un rendez-vous toujours sur on fait quoi maintenant, voilà. Mais en tout cas, merci de votre participation ce soir à cette émission. Donc, je te laisse conclure, Jérémy, et merci de partager au plus grand nombre cette émission, aussi bien sur Crowdbunker, sur ma chaîne Odyssée, sur, je ne sais pas, chez toi, Jérémy, si ça n'a pas fonctionné. Là, ouais, c'est ça. Sur YouTube, c'est passé, voilà, il n'y a pas de souci. Mais sur Crowdbunker et sur Odyssey, j'ai l'impression qu'il y a eu des bugs, donc je ne sais pas. Je pense que c'est bien de nous suivre aussi sur Telegram, que ce soit mon Telegram, le tien ou celui de On fait quoi maintenant, parce qu'on pourra vous donner le lien final. Et sinon, je pense qu'on peut retrouver tout ça sur, de toute façon, onfaitquoi-maintenant.com, que je vais mettre en commentaire et que je vais afficher. Et là, vous verrez donc la page sur laquelle sera hébergé donc le replay de l'émission qu'on vient de tourner ensemble. Voilà. Donc je vous mets le lien là, onfaitquoi-maintenant.com, et je pense que d'ici peut-être demain, j'imagine, le replay sera posé dessus, sachant qu'il y a eu des problèmes de diffusion, des problèmes techniques sur Crowdbunker et sur Odyssey, mais on va réparer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Écoutez, merci à tous, merci à toi Jean-Jacques. Je suis ravi d'avoir co-animé avec toi encore cette deuxième émission du mois, donc sur la thématique de la médecine allopathique, tutelle plus qu'elle ne sauve, et j'aurai le plaisir de te retrouver dans un mois et quelques, début septembre, pour parler donc du dogme pasteurien et de tout ce qui ne va pas depuis Pasteur et tout ce qui a été mis de côté et qui est pourtant tellement intéressant et qui probablement sera la médecine de demain. Voilà. Très bien. Merci à tous, bonne soirée, à très bientôt. À très bientôt. Bye.